Qu'est-ce qui se passe? Je défile pas, c'est curieux. Euh, non, Ah, voilà, ça y c'est est. normal, voilà. C'est bon. Voilà. Merci à tous les auditeurs qui viennent de nous rejoindre ce soir pour écouter Jean-Michel Salansky nous donner une conférence qui a pour titre Sens et culture. On aura l'occasion, après la conférence, bien sûr, de discuter avec Jean-Michel et j'espère que vraiment vous allez profiter de cette opportunité, cette rencontre avec un esprit aussi profond que celui de Jean-Michel. Voilà, merci. Merci beaucoup pour l'invitation et pour la présentation à l'instant. Donc, moi, j'avais bien compris, en fonction de ce que je sais de la revue, qu'il y avait une orientation qui était celle de la philosophie des sciences et de la philosophie analytique, mais en même temps, Hamdi m'a clairement dit qu'il fallait chercher à avoir un message un peu généraliste. Donc, j'ai cherché un compromis entre ces différentes contraintes, ce qui donne cette conférence qui s'appelle donc Sens et culture. Donc, ce que je voudrais simplement vous présenter, c'est trois étapes de ma trajectoire personnelle qui sont trois étapes de ma philosophie du sens. Je pense que d'une manière générale, mon travail peut être décrit assez justement comme une philosophie du sens à ces diverses étapes. Mais depuis une période récente, je comprends mieux que, en fait, cette philosophie du sens, c'est en même temps une philosophie de la culture. Et de fait, quand je reparcours les étapes que j'ai traversées, je vois que à chaque moment de philosophie du sens correspondait une approche de la culture. Donc c'est l'idée, et c'est par là aussi que j'ai l'impression de rejoindre l'inspiration qui est celle de la philosophie des sciences, parce que pour moi, la philosophie des sciences, c'est juste un cas particulier de philosophie de la culture en un sens. Parce que les sciences font évidemment éminemment partie de la culture dans la perspective qui est la mienne. Je vous annonce les trois étapes que je vais prendre en considération. D'abord, je vais décrire un peu ce qui a été ma problématique herméneutique en philosophie des mathématiques dans les années 90, et je voudrais donner une idée de la philosophie de la culture à laquelle ça donnait lieu. Ensuite, je vais évoquer l'ouvrage que j'ai publié en 2001 qui s'appelle Sens et philosophie du sens, chez Desclés de Brouwer, qui, je crois, n'existe plus comme maison séparée. C'est pareil, c'est essentiellement un travail sur le sens, mais j'insisterai sur l'aspect du livre qui touche à la philosophie de la culture, de nouveau. Et puis, finalement, la troisième étape, c'est celle de l'entreprise philosophique qui est aujourd'hui la mienne toujours, que j'appelle Étanalyse, dont j'ai proposé la définition dans Territoire du sens, paru chez Vrin en 2007, et j'ai approfondi l'idée de l'étanalyse dans l'ouvrage que j'ai publié en 2014 et qui s'appelle Partage du sens. Et de nouveau, je voudrais insister sur la conception de la culture qui va avec l'étanalyse. Donc, je commence par la problématique herméneutique qui était la mienne dans les années 90. Donc, c'est l'époque où j'ai commencé à publier, à vrai dire. Et donc, ce que j'ai fait à cette époque, c'est que j'ai plaidé que l'herméneutique, au sens que le mot prend chez Heidegger et Gadamer, travaille à l'intérieur des mathématiques. C'était ça la thèse forte. Et c'est ce que j'ai soutenu dans le premier ouvrage que j'ai publié, qui s'appelait L'herméneutique formelle et qui est paru en 1991. Mais j'ai proposé une nouvelle édition améliorée à beaucoup d'égards en 2013, qui est paru chez Klexic. Donc, je commence par vous expliquer de quoi il retournait dans ce premier travail des années 90. J'ai extrait quelque chose de Heidegger qui est le schéma herméneutique. Et le schéma herméneutique, vous l'avez maintenant sous les yeux, hein. L'idée, c'est qu'il y a un modèle de la pensée. En gros, il y a deux modèles de la pensée. Il y a un modèle de la pensée qui est le plus célèbre, qu'on peut faire remonter au moins à Leibniz, mais peut-être plus loin, qui est l'idée que penser, c'est déduire logiquement. C'est le modèle logique de la pensée qui identifie l'essence de la pensée
au travail logique, au travail déductif logique. Mais je pense qu'il y a un autre modèle qui est le modèle herméneutique, où ce qu'on envisage comme pensée, c'est toujours glisser d'une précompréhension à une compréhension. Donc la pensée, elle est caractérisée par un mouvement, et ce mouvement, je peux le décrire comme un glissement. On glisse d'une précompréhension à une compréhension. Ça veut dire que l'œuvre essentielle de la pensée, c'est comprendre, mais ça veut dire aussi que la compréhension, elle s'anticipe toujours elle-même, et donc elle part toujours de quelque chose qui n'est pas encore elle-même, mais qui est l'anticipation d'elle-même et qu'on appelle précompréhension, justement. Alors, comment on peut décrire de façon un tout petit peu plus précise un mouvement de la pensée? Ben, c'est un mouvement qui s'interroge sur un X. On se pose la question, qu'en est-il de X? Et là, il faut à la fois que cet X soit familier et en même temps qu'il soit non maîtrisé. Il faut qu'il soit familier parce que sinon, ça n'aurait évidemment aucun sens que je m'interroge sur X. Si X m'était complètement étranger, on ne comprendrait même pas comment je peux m'interroger sur X. Mais deuxièmement, il faut aussi que je ne sois pas dans un état de maîtrise, parce que si j'étais dans un état de maîtrise, je ne me poserais aucune question précisément. Donc le qu'en est-il de X, il sous-entend à la fois familiarité et dépossession. Et ensuite, il y a un chemin qui va de qu'en est-il de X à une version explicite de X, et qui est ce qu'on appelle le chemin herméneutique. Alors, donc, au stade de qu'en est-il de X, dans le schéma herméneutique de Heidegger, euh, on est avant toute proposition, avant toute verbalisation, c'est-à-dire que cette familiarité et cette dépossession, elles sont supposées être vécues et non dites. C'est des contenus d'existence, mais ce n'est pas des contenus propositionnels. En revanche, dans la version de X, qui donne lieu qui est ce qu'on appelle la compréhension, là, cette fois, ben, ce qui manifeste la version de X, ça va être des propositions, c'est-à-dire qu'on va avoir une explicitation propositionnelle. En- De nouveau, si vous voulez utiliser des mots qui repèrent les deux temps de ce mouvement herméneutique, le premier temps, celui de la précompréhension, on est dans l'implicite. C'est-à-dire que cette précompréhension, elle est implicite. En revanche, dans le second temps, où on accède à une version de X, on est dans l'explicite. Bon, en fait, la version du schéma herméneutique que j'ai utilisée, c'était plutôt la version gadamérienne. Hein, parce que, vous savez que Gadamer était l'élève de Heidegger, mais il a en même temps réélaboré l'herméneutique heideggerienne. Et en fait, même on peut dire que Gadamer a plus mis en avant le motif herméneutique comme étant une figure de la philosophie, hein, que Heidegger. C'est-à-dire que l'herméneutique philosophique, c'est plus synonyme de Gadamer que de Heidegger. Donc je recevais le schéma herméneutique de Heidegger plutôt dans la version gadamérienne, dans la version qu'on peut associer au grand œuvre de Gadamer, qui est, comme on le sait, l'ouvrage Vérité et méthode. Et donc, dans Vérité et méthode, le moment de la précompréhension, il est identifié par un texte, qui est le texte qu'on peut appeler le texte 1,